Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo technique sur le frein. Donc le frein, c'est un gros dossier au niveau du train. Donc je vais couper cette vidéo en plusieurs parties. On va y aller tout doucement pour bien assimiler toutes les notions et je vais tout vous expliquer sur le fonctionnement du frein. Alors pourquoi l'énergie cinétique? Parce qu'on est obligé de parler quand même de la base pour comprendre comment on calcule le freinage sur un train, puisqu'on le calcule. Donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie emmagasinée par tout objet en déplacement, en mouvement. Et cette énergie, elle est proportionnelle à sa masse et à sa vitesse. Donc il y a des formules, mais ça je vous passe les formules, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est de bien comprendre que plus un objet est lourd, plus il se déplace à une vitesse importante et plus il va emmagasiner d'énergie. Ça, c'est la base. Donc pour un train, effectivement, on s'en rend vite compte puisque la masse est énorme. La vitesse peut être importante aussi comparativement à des véhicules légers, style voiture, même un camion. Donc l'énergie emmagasinée est extrêmement importante. Et pour freiner, il va falloir dissiper cette énergie. Alors, certains emploient le terme détruire, j'aime pas. Je préfère employer le terme dissiper. Donc il faut bien comprendre qu'il faut qu'on dissipe cette énergie pour freiner et ralentir un convoi et l'arrêter. Alors comment on dissipe l'énergie emmagasinée par un objet en mouvement? On la dissipe en chaleur. Alors que le frein il soit pneumatique ou qu'il soit électrique, c'est de la chaleur qu'on va produire. Contrairement, on peut lire des fois le freinage par chaleur ou électrique, non, c'est la même chose. Puisque en freinage électrique, on va décharger de l'électricité dans des résistances d'un freinage qui vont provoquer de la chaleur. Donc il faut provoquer de la chaleur et cette chaleur, elle sera équivalente de l'énergie emmagasinée. Donc ça, c'est le principe. Donc c'est pour ça que les freins, c'est un frottement en fait. Que ce soit des semelles, des sabots, des disques, ce qu'on veut. Et on produit un frottement. Ce frottement, il produit de la chaleur. Cette chaleur, c'est l'énergie qu'on dissipe. On la transforme et ça fait ralentir le convoi. Alors sur un train, le freinage, il est très problématique du fait que le train, il a une très faible surface d'adhérence. Il a une très faible adhérence, il a un contact roue-rail qui est très faible. De ce fait, si on bloque les roues du train, on perd l'adhérence, il n'y a plus de dissipation d'énergie, beaucoup moins, et les distances de freinage sont rallongées. Et comme la partie en contact entre la roue et le rail est vraiment minime, il est très facile de bloquer les roues. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans des films, les roues se bloquent, les gens se couchent dans le train, non. Un train, même en freinage d'urgence, il ne provoque pas de secousse. Le freinage, même au freinage maximum, il est très doux. Il ne peut pas être violent, mis à part quand il s'approche de la phase d'arrêt, on va dire. Mais sinon, non, parce que systématiquement, les roues se bloquent et elles vont se mettre à glisser sur le rail. Il n'y aura plus de freinage du tout. Donc, c'est délicat pour un train. Néanmoins, il va falloir des freins puissants, capables d'évacuer, de transformer, dissiper cette énergie en chaleur. Donc pour bien dissiper cette énergie, il faut aussi que les freins refroidissent le plus vite possible, sans subir de dégradation. Donc ensuite on verra l'aspect purement technique entre des disques, des sabots, des semelles, comment on produit le frottement, mais il faut bien avoir
conscience de cette notion de freinage, de dissipation de chaleur. Alors comment on va appliquer ce frottement sur cette roue? Donc on va utiliser un schéma, je vais utiliser un schéma, d'ailleurs on va utiliser beaucoup de schémas pour vous expliquer le frein. Donc ici on a une roue, voilà, et on va avoir un sabot qui va venir s'appuyer sur la roue. Donc le principe il est le même pour tous les véhicules, que ce soit un vélo, une voiture, vous voulez. Le principe de freinage il est toujours de cette façon. Donc une partie qui va venir s'appuyer sur la roue. Donc comment on va la mettre en action cette partie? Donc on va commencer par mettre un point fixe. Donc c'est à partir d'un point fixe sur le véhicule qu'on va pouvoir créer un effort pour venir plaquer cette semelle ou ce sabot contre la roue ou contre l'élément qui tourne. Donc ici on met un point fixe et à partir de ce point fixe on va mettre une barre de commande. Donc là j'ai placé une barre de commande, donc à partir de cette barre de commande, si j'exerce une traction sur cette barre de commande dans ce sens, je vais provoquer le mouvement dans ce sens du sabot qui va venir s'appuyer sur la roue. Voilà. Donc on va dire que ça va être le principe d'un frein à main. On utilise la force manuelle. Plus cette barre de commande elle sera grande, la partie qui sera éloigné du point fixe, plus on aura de force. Ça va développer la force. C'est le principe du levier. Voilà. Donc, comment on va faire sur un train? Quelle force on va utiliser pour pouvoir actionner la semelle sur la roue? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, sur un train, on se sert de l'air. L'air, c'est une énergie. On va la comprimer, on va la stocker et elle va nous servir à actionner les freins. Alors pour produire de l'air sur une machine, donc on va utiliser un compresseur. Donc ici on va mettre ici on va dire que c'est un compresseur, donc l'abréviation c'est CPR, c'est le compresseur. Le compresseur il peut être entraîné soit mécaniquement soit électriquement. Donc pour faire plus simple, moderne, on va dire, on va utiliser un moteur électrique ici. Voilà, donc il y a un moteur électrique qui entraîne le compresseur, c'est le moteur électrique du compresseur. Donc les compresseurs, il y en a deux sortes, il y a les compresseurs à piston et les compresseurs à vis. Alors comment fonctionne le compresseur à piston? Hop. Donc le moteur électrique il entraîne un piston qui monte et qui descend, donc il est fixé sur un vilebrequin. Donc en fait quand le piston descend, il y a un clapet qui s'ouvre. Sur un moteur ça va être une soupape, ça peut être une bille, bon faut s'imaginer juste que le clapet s'ouvre, l'air rentre pendant que le piston descend. Quand le piston remonte, le clapet d'entrée de l'air frais il se ferme, le clapet de la sortie de l'air comprimé il s'ouvre et l'air il est envoyé dans les tuyaux d'air comprimé vers le réservoir d'air comprimé. Donc voilà le fonctionnement du compresseur à piston. Alors comment fonctionne le compresseur à vis? Hop, un petit schéma. Donc c'est tout bête, c'est une vis sans fin qui tourne. Enfin c'est tout bête, faut mettre en place la mécanique. Donc l'air il est aspiré par la vis sans fin et il est refoulé de l'autre côté. Donc normalement un compresseur à vis est censé être plus puissant. Dans la pratique, j'ai pas l'impression. Donc il faut savoir que sur les matériels modernes, X73500 par exemple, c'est des compresseurs à vis, mais c'est des vraies pompes à vélo. Donc je sais pas comment ils calculent les chiffres.
Donc voilà, on a les deux types de compresseurs, compresseur à piston et le compresseur à vis. Tous les deux, ils vont nous fournir de l'air pour le frein de notre train. Alors voilà, ici j'ai mis en place l'alimentation électrique du compresseur, donc j'ai refait le dessin au propre. Donc pour ceux qui connaissent pas les signes conventionnels des schémas électriques, c'est pas grave, on va les voir ensemble. Donc ici on a le compresseur, le moteur électrique du compresseur, il est alimenté par la batterie. Donc la batterie, positif, le courant arrive de la batterie, il y a un interrupteur, donc ZCPR. Donc le Z ça signifie interrupteur, CPR pour compresseur. À chaque fois qu'il y aura un interrupteur, il s'appelle Z. Donc le circuit ici il est ouvert, donc le courant ne passe pas. Pour que le courant passe, il faut que l'interrupteur soit fermé. Donc le courant arrive au moteur électrique et ensuite il repart par la borne moins. Voilà pour le schéma du circuit électrique qui alimente le compresseur. Donc maintenant, comme on a vu, ce compresseur il a besoin d'air. Donc on va ici placer l'arrivée d'air sur le compresseur. Donc ça sera donc l'arrivée d'air du compresseur, elle est équipée d'un filtre. Alors voilà, notre filtre à air est mis en place. Donc c'est par ici que l'air il va être aspiré. Donc on met un filtre pour éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent à l'intérieur du moteur. Donc de là, alors ensuite l'air du compresseur, on va l'envoyer vers un réservoir, vers un gros réservoir. Ce réservoir, on l'appelle réservoir principal. Donc sur toutes les locomotives, c'est la même chose. Donc en général, il y a deux réservoirs principaux. Ça va être la réserve d'air pour le train, donc pour la machine. Donc nous sommes sur une machine, cette machine, il faut qu'elle alimente tout le train. Donc c'est à partir de ce réservoir principal qu'on va alimenter le frein, les suspensions, tout va être alimenté à partir de ça. Donc voilà le réservoir d'une 22200. Donc c'est un des deux réservoirs principaux. Donc le deuxième réservoir se trouve de l'autre côté. Donc faut pas se fier à la taille de la machine, le réservoir est très grand en fait. C'est un gros réservoir, c'est le réservoir d'air de la machine. Donc ici on a un 69004, donc c'est moins évident de les apercevoir sur certains engins en fait, parce qu'ils vont être dans la caisse à l'intérieur dessous. Donc ici on peut le voir, il est là. Alors voilà, donc on a placé notre réservoir principal, donc on a deux réservoirs principaux. Donc ces réservoirs, on va les alimenter à 9,5 bars maximum. En général, ils seront à 9 bars. Donc là, on a notre compresseur qui va venir alimenter le réservoir principal. Il va bien falloir un système, un mécanisme pour pouvoir arrêter le compresseur une fois que le réservoir aura atteint ses 9 bars. C'est pas le conducteur qui va ouvrir et fermer son interrupteur à chaque fois. Donc comment on va faire? Eh bien, on va placer un tuyau qui va sortir du réservoir principal et qui va retourner à un contacteur pneumatique en fait. Donc c'est pas compliqué, il faut s'imaginer que c'est comme une seringue avec un piston donc à l'intérieur. Donc ce piston, il est relié à un contacteur sur le circuit électrique. L'air arrive à l'intérieur du contacteur, il va pousser le piston, ce qui va ouvrir le relais ici électrique. Ça va ouvrir le circuit électrique et ça va arrêter le moteur. À l'intérieur de notre piston, on va placer un ressort qui va ramener le piston dans sa position initiale quand la pression va descendre. Et ainsi, de cette façon, ça va se réguler tout seul. Donc ce relais électropneumatique, on va dire, on va l'appeler RGCP. Donc RGCP, c'est son nom, régulateur du compresseur. Voilà, donc c'est l'électrovalve de régulation du compresseur. Donc l'air arrive, je répète, 9 bars, ça pousse l'électrovalve, ça ouvre le circuit électrique, le compresseur, il s'arrête de tourner. Donc là, on va dire qu'on est dans une position de départ, le compresseur est vide, on serait dans cette position-là. Voilà. Alors maintenant, supposons qu'on ait
Dans certaines machines, c'est le cas, le compresseur il est entraîné mécaniquement par le moteur du train en fait. Donc il va bien falloir qu'il régule. Quand il va arriver à 9 bars, il faut que le compresseur il s'arrête de débiter. Donc comment on va procéder? Et bien ça va être un peu de la même façon. On va faire, on va prendre un tuyau qui va sortir du compresseur et on va ramener ce tuyau au-dessus du compresseur ici. Voilà, donc l'air arrivé, donc sortant du réservoir principal, il va emprunter le même tuyau que dans notre alimentation électrique et il va revenir ici au compresseur. Voyons voir ce qui va se passer ici. Alors voilà, j'ai fait un agrandissement du dessus du moteur. Donc ici, le tuyau qui est là, c'est ce tuyau qui vient du réservoir principal à 9 bars. Donc dès qu'il arrive à 9 bars, qu'est-ce qu'on a fait sur le dessus du moteur? On a placé une électrovalve comme tout à l'heure. Donc un piston qui est poussé quand l'air arrive du réservoir principal. Il va ouvrir une soupape, genre soupape de décharge, qui se trouve au sommet du moteur, du compresseur à piston. Voilà. Donc le compresseur à piston, ici, il comprime de l'air. Donc lui, il comprime l'air pour ensuite l'envoyer par ce tuyau. Quand la pression atteint les 9 bars, cette soupape s'ouvre et l'air, à la place d'être envoyé dans le réservoir principal, elle s'échappe par l'extérieur. Et de cette façon, le compresseur tourne dans le vide. Donc il refroidit, ça lui permet de refroidir puisqu'il comprime plus d'air et il envoie plus d'air aux réservoirs principaux, donc à partir de 9 bars, et ce qui permet de réguler mécaniquement la compression, le taux de le volume d'air comprimé envoyé dans le réservoir principal. Donc là on est revenu avec notre schéma d'alimentation électrique. Donc ici on prend l'exemple, donc le conducteur il ferme ZCPR, le compresseur se met en route, il alimente le réservoir principal jusqu'à 9 bars. Ensuite l'air il arrive à RGCP et là de l'humidité s'est formée à l'intérieur du réservoir principal. Pourquoi? Parce que l'air est chargé en humidité. Quand cet air est comprimé, l'humidité ensuite elle se condense et elle retombe en gouttelettes d'eau. S'il gèle, ces gouttelettes d'eau, elles vont créer des particules de glace qui vont partir dans les canalisations pneumatiques et venir créer des problèmes dans le fonctionnement de certains appareils. Donc on se rend compte de ça, et à ce moment-là, si RGCP se bloque, il ne coupe plus le relais électrique du compresseur, donc le compresseur va continuer de tourner et la pression elle peut monter à 10 bars, 15 bars, ça devient dangereux pour l'équipement. Donc il a fallu créer un premier système, donc on a mis une soupape de sécurité ici. Donc cette soupape de sécurité elle est arrêtée à 9 bar 5 à peu près. Donc ça veut dire qu'à 9 bar 5 la soupape de sécurité elle se met à décharger. Donc il n'y a plus de risque de faire exploser les canalisations, d'abîmer le matériel. Donc là, seconde chose, les particules de glace pénètrent à l'intérieur, ou une autre anomalie se produit. Bon, RGCP, une fois que la pression atteint 9 bars, RGCP coupe l'alimentation électrique du compresseur. Donc jusque là, aucun souci. Sauf que RGCP, quand la pression elle redescend à peu près 7 bar 5, RGCP se referme d'un coup, ça ferme le contacteur et ça remet en route le compresseur. Donc ça à peu près à 7 bar 5, ça dépend comment c'est réglé. Voilà. Alors pourquoi? Parce que si elle se déclenchait pile quand la pression descendrait en dessous de 9 bars, et dès qu'on viderait un petit peu d'air dans les réservoirs principaux, la pression elle redescendrait tout de suite et du coup RGCP se refermerait, le compresseur se remettrait en route, donc il tournerait presque sans arrêt. Dans ce cas-là, la régulation du compresseur RGCP elle se ferme pas. Du coup on est en panne. Donc il a fallu qu'on crée notre système
Ce coup-ci, on va créer un second circuit électrique parallèle au premier, ici, qui va shunter RGCP. Donc on va mettre un deuxième interrupteur. Donc c'est un interrupteur à levier, comme le premier. Donc il se dessine comme ça. Et comme ça, le conducteur, il peut fermer directement, mettre en route directement le compresseur sans passer par la régulation du compresseur. Donc ça lui permet deux choses. La première, c'est que il peut se dépanner où il y aurait une anomalie sur RGCP. Et secondo, si par exemple il a besoin d'utiliser beaucoup d'air dans ses réservoirs principaux, par exemple quand il va alimenter un train la première fois en air pour le remplir d'air, il n'est pas obligé d'attendre que la pression descende à 7 bar 5 pour de nouveau que le compresseur se remette en route. Il met sur direct et comme ça le compresseur il alimentera en permanence les réservoirs principaux, ce qui ira plus vite pour gonfler son train. Voilà. Alors voilà notre schéma avec notre soupape de sécurité, notre RP, nos RP, RGCP, notre alimentation électrique, donc du compresseur, l'alimentation électrique automatique et l'alimentation électrique directe. Donc ces deux interrupteurs à levier là, on les retrouve sur ce que l'on appelle la boîte à levier. Alors voilà une boîte à levier. Donc ici d'une 6500, bon, machine électrique c'est à peu près tout pareil. Donc en fait tous ces leviers sont des interrupteurs. Donc ici c'est la clé de la boîte à levier. Donc on déverrouille cette clé, ce qui libère les interrupteurs du haut. Ceux du bas ils sont toujours déverrouillés. Ça déverrouille les interrupteurs du haut. Si cette clé est pas tournée, on ne peut pas utiliser l'interrupteur en haut. Et il y a une clé par machine, donc il faut c'est pour éviter de mettre en service deux postes en même temps. Donc ici on a un premier interrupteur qui est le disjoncteur, le deuxième qui est la fermeture du disjoncteur. Et là ici on trouve deux autres interrupteurs, donc c'est marqué compression, compresseur, automatique et direct. Alors on voit pas bien, mais ce sont les deux interrupteurs qu'on retrouve ici, donc Z compresseur direct et Z compresseur auto. Donc le mécanicien ferme son disjoncteur, il met le compresseur sur automatique et ça alimente le compresseur électrique de la machine au bruit bien caractéristique. Donc voilà pour cette partie. Alors là, donc j'ai dit une petite connerie. Le compresseur, le moteur électrique du compresseur, il n'est pas entraîné par la batterie sur ce type de machine. Il est bien alimenté par la caténaire en fait. C'est-à-dire que tous les interrupteurs qui se trouvent en haut, là, sur la boîte à levier, ce sont les interrupteurs qui commandent des circuits haute tension. Tous les interrupteurs qui se trouvent en bas de la boîte à levier, ce sont des circuits basse tension. Ça veut dire que ces interrupteurs, tant que le disjoncteur n'est pas fermé, ils ne peuvent pas rentrer en action, donc comme le compresseur. Alors évidemment, le compresseur il ne fonctionne pas avec du 1500 volts ou 25 000 volts. Hein. Il y a des transformateurs. Mais on a le chauffage train, par exemple, les vies chauffantes, qui sont dans des valeurs plus élevées. Et donc, on ne peut pas le mettre en route, le compresseur, tant que la boîte à levier n'est pas déverrouillée et qu'on n'a pas fermé le disjoncteur. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est important, on verra pour la suite. Pour expliquer notre petite chose. Bon, ça change rien au fonctionnement de la régulation et du compresseur qu'on est en train de voir là. Alors, on continue. Donc, bon, on a réglé le problème du dépannage, là on a mis la soupape de sécurité à 9 bar 5, mais il nous manque encore des choses, puisqu'il y a toujours de l'humidité, donc là on va passer à plusieurs appareils qui vont nous permettre d'éliminer cette humidité. Donc en premier, ici, à peu près ici, on a mis un sécheur d'air. Donc c'est un appareil qui va nous permettre de sécher justement l'air qui se trouve à l'intérieur de ces canalisations et pour ce faire on va faire passer l'air dans divers tuyaux avec divers matériaux qui vont permettre de sécher cet air de sécher cet air de toute humidité. Alors on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour sécher cet air là il fallait qu'il soit refroidi parce qu'en fait l'air qui sort du compresseur
comme il est comprimé, en fait c'est comme on comprime avec une pompe à vélo, vous pourrez faire l'essai, ça chauffe beaucoup. Donc du coup cet air là, il est quand même à haute température. Et ce qui fait qu'on a des problèmes après avec l'appareil qui permet de le sécher justement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va placer juste avant le sécheur d'air, on va placer un radiateur en fait. Donc c'est comme un radiateur de voiture hein, en fait. Et on va faire circuler le tuyau dans un espèce de radiateur comme ça, tac. Et de cette façon, l'air il va refroidir parce qu'il y a de l'air qui va circuler autour des ailettes, autour de ce radiateur. Ça va permettre de refroidir l'air avant de le sécher. Avant tout ça, il y a encore un autre appareil parce qu'en fait, dans l'air qui sort du compresseur, il y a aussi de l'huile. Donc on a dit, on va placer un déshuileur. Donc ça s'appelle comme ça, c'est son nom. Donc c'est un espèce d'appareil rond, hop, comme ça, qui finit en entonnoir au bout. Donc en fait, à l'intérieur, il y a une paroi. Donc pour que l'air il puisse rejoindre d'un côté et de l'autre, il est obligé de faire le tour de cette paroi, hop, avant de repartir. Et de cette façon, donc il y a un mécanisme à l'intérieur, l'huile, elle va se déposer. Donc ça va permettre de séparer les gouttelettes d'huile des gouttelettes d'air. Et elle va venir se remplir au fond de ce déshuileur ici. Et donc le mécanicien aura pour rôle, hop, ici, de venir manœuvrer un robinet pour vidanger ce déshuileur et enlever cette huile, cette eau et huile mélangée qui va venir se déposer dans le fond. Alors voilà, on a mis en place donc notre déshuileur. Donc l'air il sort du compresseur, il rentre dans un appareil qui va séparer les molécules d'huile et d'air pour les condenser dans le fond. Il y a un robinet, on peut vidanger. Ensuite l'air il circule dans un radiateur pour refroidir avant d'entrer dans le sécheur d'air qui va lui enlever son humidité. Malgré tout, à l'intérieur des réservoirs principaux, il va se former de l'humidité. C'est quelque chose qui arrive, c'est comme ça. Donc on va avoir de l'eau qui va se déposer, certainement peut-être par condensation, parce que l'humidité arrive quand même à rentrer au-delà. Ici, donc quand cette eau elle va venir se remplir dans les réservoirs principaux, alors il n'y a pas beaucoup, hein, mais il y en a un petit peu, il va falloir la vidanger. Donc on va mettre en place sous les réservoirs principaux, ici on a un robinet. Donc on a un petit tuyau avec un robinet et on va pouvoir vidanger ces réservoirs principaux. Donc il suffit de tourner le robinet. Donc c'est des vérifications à faire. Donc le conducteur, suivant si c'est des visites à la fin de service ou à la préparation d'engin moteur, il doit venir vidanger ses réservoirs. Voilà, donc on a mis un petit robinet, un robinet de purge pour les réservoirs principaux. Donc en plus, il va falloir mettre un mano, donc un manomètre, pour contrôler la pression dans le réservoir. Donc ici, on va mettre un manomètre avec des chiffres, tac tac tac, une aiguille, et qui va nous indiquer la pression qu'il y a dans le réservoir principal, dans les réservoirs principaux. Et ce manomètre, il va se trouver sur le pupitre du conducteur. Alors voilà, on retrouve donc notre manomètre RP là, ici. Donc ce manomètre, il va se retrouver ici sur le pupitre. Donc là, on retrouve bien notre boîte à levier là, avec le compresseur en position auto, le disjoncteur est fermé. Et le manomètre RP se trouve ici. Voilà. Donc le manomètre RP, il nous indique la pression qui se trouve dans les réservoirs principaux. Alors voilà. Donc j'ai fait un petit agrandissement. Donc voilà notre manomètre RP. Donc le manomètre RP, c'est l'aiguille rouge. En fait, il y a deux manos l'un sur l'autre. Donc le mano blanc, on verra ça plus tard. Et ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aiguille rouge, qui correspond à la pression dans les réservoirs principaux. Donc ici elle est à peu près à 8 bar 4. Voilà, donc il est gradué de 0 à 10.
puisqu'il régule à 9 bar 5, il n'y a aucune raison qu'il monte au-dessus. Voilà. Donc ça, cette aiguille rouge, c'est bien le réservoir principal. Donc on a fini notre schéma de production d'air. Donc voilà le schéma classique de la production d'air dans un train. À partir de maintenant, on a un réservoir plein d'air, gonflé à 9 bars. Et maintenant, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet air. Donc on va le faire sortir par divers tuyaux pour venir alimenter nos freins. Alors ici, j'ai mis le schéma d'un cylindre de frein. Donc en fait, le cylindre de frein, c'est ce qui va provoquer, transformer l'effort de l'air comprimé en un mouvement latéral. Donc ça fonctionne comme une seringue en fait. Donc on a un cylindre, ici, là. Voilà, ça c'est le cylindre, hein, on le voit ici, il est en coupe. À l'intérieur duquel se déplace un piston. Hein, c'est ça. Voilà, donc cette partie, elle est étanche. Ce piston il est relié donc à un bras quoi, qui va se déplacer dans ce sens-là. Donc le retour du piston se fait à l'aide d'un ressort en fait. C'est le ressort qui va ramener le piston. Donc l'air il rentre par ici, comme indiqué sur la flèche. Voilà, il rentre par ce petit trou. Il vient pousser le piston. Ça actionne ce bras. Et ensuite le ressort, quand on enlève l'air, le ressort amène le piston dans sa position initiale. Donc voilà, ça c'est le cylindre de frein, c'est ce qui va actionner les semelles de frein, qui va venir actionner le mécanisme, mais va venir plaquer la semelle de frein contre la roue. Alors voilà un petit schéma pour comprendre la différence entre une semelle de frein et un sabot. Donc en fait c'est simple, donc ici on a un sabot. Donc le sabot, c'est-à-dire que la pièce qui vient s'user contre la roue, elle est du même tenant que le support en fait. C'est-à-dire que quand cette partie est usée là, donc elle va arriver à ras ici du support, on change toute la pièce. Toute cette pièce, elle est à changer. Donc ça c'est un sabot. On voit ici l'axe qui permet d'actionner le sabot. Une semelle de frein, elle est fixée sur un porte-sabot. Donc ici, on en a une ici, là. Voilà, c'est marqué porte-semelle. Voilà, donc ça, c'est la semelle, elle est là. Voilà. Et elle vient se positionner à l'intérieur du porte-sabot, du porte-semelle, pardon, et fixée avec une clavette. Voilà. On voit ici le schéma monté. Donc là, donc on n'a pas besoin de changer toute la pièce. On change que la semelle quand on a affaire à des semelles. La différence, elle est importante pour un mécano, par exemple, pour connaître l'usure, bien savoir les repères. Donc il y a des repères d'usure. Ici, il est repris ici, là, sur la semelle, il est repris là, alors que sur le sabot, c'est quand l'usure arrive carrément au support. Voilà, donc si jamais on dépasse ce repère d'usure, on va détériorer le porte-semelle, sans compter qu'il n'y en aura plus de frein. Donc ensuite, il y a une biellette, voilà, fixée sur le châssis du bogie. Donc ici, on a toujours un point fixe, on retrouve bien notre point fixe. Et l'action du piston, elle se fait comme ça, à cet endroit-là, ici. Si on mettait un piston là, un cylindre de frein, on aurait le piston qui sort comme ça. Il vient appuyer ici, et ça vient actionner la semelle contre la roue. Donc on appelle ces biellettes, en fait, c'est la timonerie de frein. Donc ici c'est juste cette partie c'est juste le nom biellette et ensuite c'est la timonerie parce que ça comprend plusieurs pièces qui vont démultiplier l'effort et le transmettre à plusieurs roues. On va pas mettre sur un wagon un cylindre de frein par roue. Donc il faut des pièces métalliques pour transmettre cet effort en fait. Voilà. Donc ça c'est une semelle et un sabot. Donc il faut savoir, à noter que la semelle elle est étudiée, donc il y en a différentes sortes, ou le sabot, de façon à ce que cette partie de la semelle elle s'use beaucoup plus vite que la roue. Alors la roue s'use quand même un petit peu, mais très peu. Donc c'est la semelle qui va s'user, c'est comme sur une voiture. On va user les plaquettes de frein avant d'user les disques. Mais les disques s'useront aussi quand même. Mais beaucoup moins. Voilà. Ça vient du matériau.
Alors voilà ici une semelle de frein. Donc on voit bien l'ouverture pour faire passer la clavette ici. Là. Et qui vient reposer également ici. Là. Voilà. Donc il faut savoir que les semelles de frein, bon il y en a plusieurs sortes. Il y en a au moins déjà 3 sortes. Il y a les semelles en fonte. Les premières semelles. Donc quand on entend par exemple sur des 2100, 2200, des vieilles machines, on la fonte souvent, ça couine très fort. Et ça a un coefficient de freinage plus important à basse vitesse. Ensuite on a des semelles composites. Donc le symbole des semelles composites c'est celui-là. Quand on voit un K entouré d'un rond, ça signifie, ça concerne le frein en fait. Donc on retrouve ces schémas soit à l'extérieur des machines, sur les locks, ou à l'intérieur. Donc à l'intérieur des cabines, elle est reprise aussi. Mais à l'intérieur d'une cabine, ça ne veut pas forcément dire que le train est équipé de semelles composites. Ça renseigne le mécanicien sur les qualités de freinage du train. Donc les semelles composites, elles sont par exemple sensibles à l'humidité. Et ensuite on a des semelles fritées. Donc c'est un M. Donc on retrouve ça sur les machines, hein, les 2200, le Cibic. On va retrouver ces symboles à l'extérieur. Donc ça concerne la semelle en fait, le type de semelle qui équipe la machine. Voilà. Donc les semelles, donc K, semelles composites et M, les semelles fritées. Alors là on retrouve notre schéma du départ. Donc ici on a la production d'air, hein, comme on a fait tout à l'heure. Donc notre cylindre de frein. Donc voilà un cylindre de frein. Une photo d'un cylindre de frein. Donc ici il est repris les dimensions du cylindre de frein en fait, 280 par 140. Donc on retrouve bien le schéma qu'on a ici, on retrouve bien ici. Donc avec le piston, donc le piston qui est là. Donc on peut voir c'est graissé et il faut qu'il y ait une étanchéité absolue à l'intérieur du cylindre bien sûr. Et ici, toute cette partie là, on peut voir que c'est la timonerie en fait. Donc il continue sous le wagon. Donc ici on a affaire à un wagon. Pour actionner les freins sur toutes les roues, y compris de chaque côté des roues. Voilà. Donc ici j'ai fait un schéma qui représente le cylindre de frein. Voilà, schématiquement. Donc on retrouve notre point fixe, là ici. Donc il y a toujours un point fixe. Et ici, ça bouge dans les deux sens. Voilà, ce qui provoque le mouvement. Donc quand le piston va dans ce sens-là, la semelle de frein ou le sabot, il vient s'appliquer dans ce sens-là. On comprend bien le schéma. Donc c'est un schéma de principe. Hein. Et ici, on a une roue. Donc volontairement, je fais 2 épaisseurs. En fait, la roue, elle a une certaine épaisseur là. Il faut savoir que cette épaisseur, elle peut s'user. On peut les passer au reprofilage quand c'est des machines. Par exemple, c'est-à-dire qu'elle a une marge en fait d'usure en fait, due justement au contact roue-rail, mais également avec la semelle qui vient s'appuyer ou le sabot qui vient s'appuyer sur la roue et qui vient frotter sur la roue. Donc voilà pour notre schéma. Donc on va continuer. Alors voilà, sur certaines machines, on peut avoir des blocs freins, ce qu'on appelle des blocs freins. Donc ici, c'est un bloc frein P60. En fait, le cylindre de frein, il est sur chaque roue. Il y a un cylindre de frein, on le voit ici, là. Voilà, donc ça, c'est le cylindre de frein, juste pour s'appliquer sur une semelle. En fait, ça donne plus de puissance. Ça évite d'utiliser une grande timonerie. Donc ici on retrouve bien le support de la semelle de frein et la semelle de frein qui se trouve ici et qui vient s'appuyer sur la roue qui est là. Voilà, donc ça c'est un bloc frein, donc il va y en avoir un par roue. Voilà, donc ici on a une petite clavette là et je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. Donc ici c'est un type de bloc frein type d'une 26000 par exemple. Les 26000 sont équipés de blocs frein. Donc nous voilà ici à l'intérieur de la machine. Donc ici on a notre production d'air, donc que j'ai volontairement réduit. Donc on va dire que ici on se trouve à une extrémité de la machine et ici à une autre extrémité. On est dans l'engin moteur. J'ai placé un tuyau rouge tout le long ici, c'est la CP.
Donc la CP, ça signifie la conduite principale. C'est une conduite qui est directement alimentée par le réservoir principal via un tuyau, ici, et cette conduite est alimentée à 9 bars. Donc jusque-là, il n'y a pas de détendeur. C'est à partir de cette conduite qu'on va venir installer notre frein direct. Donc le frein direct, c'est le frein qui sert à freiner uniquement l'engin moteur. Le premier frein. Donc à partir de cette conduite, de la CP, on va faire monter un tuyau jusque dans la cabine de conduite de chaque côté. Donc ce tuyau est alimenté à 9 bars. Sur ce tuyau, on va placer un détendeur à 5 bars de chaque côté. Pourquoi? Parce que pour alimenter les cylindres de frein pour freiner, on n'a besoin que de 5 bars. En fait, donc on a des réservoirs de 9 bars, ça permet d'obtenir une réserve. Mais le freinage maximum, il est atteint dans les cylindres de frein quand ils atteignent une pression d'environ 4 bars et demi. Donc 5 bars nous suffit largement. Donc on a placé un détendeur à 5 bars. Au-dessus de ce détendeur, il est relié à un manipulateur de freinage. Donc c'est un boîtier avec un tiroir et une petite manivelle. Voilà. Donc on a ce même boîtier de chaque côté, dans chaque cabine, on a un manipulateur de frein. Manipulateur de frein direct. Ce manipulateur, les deux manipulateurs, ils sont reliés entre eux par un même tuyau. Ils arrivent ici à un appareil qu'on appelle la double valve d'arrêt, j'expliquerai après. Ensuite, de là, il y a un tuyau qui descend, il passe par-dessus la conduite principale pour venir alimenter les cylindres de frein. Donc, quand le conducteur veut freiner, il tourne cette manivelle dans ce sens-là, il la tire vers lui. Ça va déplacer un chariot qui se trouve à l'intérieur du manipulateur. Et ce chariot est muni de trous, en fait, qui vont permettre le passage de l'air dans ce tuyau. Donc, quand le manipulateur de frein est tourné dans le sens de la gauche, ça déplace le chariot ici dans le sens de la droite, et ça met en communication ces deux tuyaux. Ici, là. Donc l'air, il va passer du détendeur, la 5 bars, il passe dedans et hop, il va partir par ce tuyau. Ici, on a une double valve d'arrêt, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a donc ce rond là, cette espèce de ovale que j'ai dessiné, à l'intérieur duquel, c'est pareil, on va avoir un tiroir, mais on peut le représenter par une bille en fait. Cette bille, elle vient boucher, quand elle est au milieu ici, elle bouche l'orifice qui descend au cylindre de frein. Quand l'air va rentrer là, il va pousser cette bille de ce côté, de l'autre côté. Donc je l'efface. La bille, elle va se déplacer, elle va venir ici. Elle va boucher ce tuyau. Et l'air, il va pouvoir descendre au cylindre de frein. Pourquoi on met la double valve d'arrêt? Eh bien, simplement pour empêcher que l'air puisse aller à l'autre manipulateur de frein direct. Et inversement, quand le conducteur utilise ce manipulateur de frein direct, cette bille ici se déplace dans l'autre sens, elle vient boucher le trou ici et permet le passage de l'air dans ce sens-là en direction du cylindre de frein. Bon, sachant que on ne peut pas utiliser deux postes à la fois. Mais on était obligé de mettre un dispositif pour empêcher que l'air s'en aille là-bas et que ça fasse une mise à l'atmosphère ou éventuellement des fuites. Donc ça s'appelle la double valve d'arrêt. Ensuite, l'air continue sa progression jusqu'au cylindre de frein. Ça pousse le cylindre de frein, ça vient plaquer la semelle de frein contre la roue. Pour que le conducteur il ait une vision sur ce qu'il fait, parce qu'on dit toujours on a une action-réaction, c'est-à-dire qu'un conducteur il fait une action, il doit observer une réaction systématiquement. Donc on va placer un manomètre, ce sera le manomètre des cylindres de frein avec une aiguille et indiquer CF qui va lui indiquer la pression qu'il va y avoir à l'intérieur du cylindre de frein. Donc l'action qu'il aura créée grâce au manipulateur de frein direct. Alors voilà notre schéma remis au propre. Donc je récapitule.
pour bien qu'on comprenne. Donc ici, sortant des réservoirs principaux, donc on a notre CP, là, tac, 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 en rouge, n'est-ce pas, avec un robinet d'arrêt à chaque extrémité, donc c'est les extrémités de la machine. Donc elle est alimentée à 9 bars. On arrive au détendeur 5 bars. Ça rentre dans le frein direct. Voilà le frein direct ici, je l'ai représenté. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà le frein direct. Le frein direct, ça ressemble à ça. Donc on a un manipulateur, donc vous voyez quand il est dans ce sens-là, c'est bien marqué desserrage, serrage, neutre. Donc on a 3 entrées en fait. Donc les réservoirs principaux qui arrivent ici, une sortie qui va vers les cylindres de frein et une sortie vers l'atmosphère. Et oui, quand on desserre, en fait on met en communication ce tuyau qui vient des cylindres de frein vers celui à l'atmosphère. Quand on serre, on met en communication les réservoirs principaux vers les cylindres de frein. Donc c'est un tiroir qui se déplace à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est notre manipulateur de frein direct. On va le mettre là. Voilà, notre petit manipulateur de frein direct. Donc on serre. Quand on serre, on va envoyer de l'air au cylindre de frein. Et là, on va arriver à la double valve d'arrêt. Alors je vais vous montrer la double valve d'arrêt. Hop. Voilà, alors ne tenez pas compte de ce schéma, parce que cette double valve d'arrêt, ça ne correspond pas à celle qu'on voit ici. C'est une autre, je vous expliquerai, qui vient plus tard, qui vient du distributeur. Bon, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que la double valve d'arrêt, c'est une double valve qu'on utilise à plusieurs endroits dans l'installation pneumatique. Donc il faut regarder, c'est ce schéma-là, où on voit bien c'est un tiroir qui se déplace. Donc quand l'air pénètre d'un côté, le tiroir se déplace donc pour aller au cylindre de frein et il bouche l'autre sortie en fait. Voilà, c'est pour que l'air il puisse aller que dans un sens et pas de l'autre côté. Voilà, donc notre double valve d'arrêt, on la place ici. Donc là, bon, elle n'est pas dans le bon sens. Donc quand l'air il va arriver du frein direct, la bille ici elle va se déplacer, l'air il va descendre au cylindre de frein et ça va actionner le freinage. Et ensuite ça va monter au mano CF. Donc je vais vous montrer sur le pupitre de conduite où ça se trouve. Alors voilà, nous sommes à bord du train, donc sur un pupitre visiblement de 6500. Donc je vais vous montrer, voilà, donc ici on a notre aiguille CP là, vous la voyez. Alors attends, et hop, voilà, notre aiguille CP elle se trouve ici. C'est ce gros cylindre là. Donc il y a 2 aiguilles à l'intérieur. Pour l'instant on n'a pas vu l'autre, je vous expliquerai après. Ce qui nous intéresse c'est l'aiguille rouge, c'est l'aiguille des cylindres des réservoirs principaux, pardon, ou de la conduite principale. Donc normalement elle doit varier entre 8 et 9 ici. Hein? Donc là, le compresseur n'est pas en route. La machine, elle est arrêtée. D'ailleurs, si on descend un peu, on regarde la boîte à levier, on voit que tous les interrupteurs sont en bas et la boîte à levier n'est pas déverrouillée. Il n'y a aucune clé sur la machine, donc elle est arrêtée. Les pantographes sont baissés, tout est arrêté. Donc le frein n'est pas en service, c'est l'air résiduel qui reste à l'intérieur. Donc notre mode manipulateur de frein direct, il se trouve ici. Voilà, on le voit là. Voilà, donc là il est en position desserrage, on le laisse toujours en position complètement desserrage quand on abandonne une machine. C'est normal, mais ça n'empêche pas qu'elle soit freinée. On peut voir. Donc le manipulateur il se trouve ici. Le cylindre de frein, les cylindres de frein se trouvent là. Donc en général, on a 2 aiguilles dans le même manomètre. En fait, on met un manomètre par bogie sur une machine. Et les 2 aiguilles sont doubles. En fait, alors, là on voit pas bien parce que l'image n'est pas une bonne définition, mais on a un trait sur l'aiguille comme ça en travers. Donc un trait ça signifie c'est le bogie numéro 1. L'aiguille qui porte le 2e trait signifie que c'est l'aiguille du bogie numéro 2. Donc là actuellement il y a 4 barres, presque 4 barres dans le CF, dans les CF. Et on peut voir donc voilà les aiguilles qui sont reliées directement au cylindre de frein qu'on a vu tout à l'heure.
Voilà, donc on est revenu sur notre schéma. Donc là, on a bien nos manos cylindres de frein, donc ils sont reliés, les deux affichent la même chose, sauf qu'en réalité là j'ai mis que un mano avec une seule aiguille, avec un seul cylindre de frein, sinon il y aurait trop de tuyaux, on ne verrait plus rien. En réalité, donc il y a des machines qui vont avoir un cylindre de frein par bougie, des machines qui peuvent avoir 2 cylindres de frein par bougie, ça dépend du type de machine. C'est une installation générale, ça explique le fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le frein direct, ce n'est pas un frein de sécurité. C'est-à-dire que là, on l'alimente en air. Ici, le frein est serré. Une fois que le frein est laissé, une fois que, c'est-à-dire le conducteur, il va replacer son manipulateur de frein ici sur neutre, c'est-à-dire à 0. Il va isoler, couper les 2 tuyaux là. Il les laisse pas en alimentation directe tout le temps, sinon il viderait la CP, ça viendrait tout le temps alimenter. Il y a toujours des fuites, c'est-à-dire que c'est jamais étanche à 100%. Et tous les trains c'est comme ça. Alors il y a des tolérances. Donc il faut savoir que donc on tolère par exemple une fuite. Donc pour la CP, ça va être une fuite de 0,150 bars par minute. Pour 1 minute. C'est-à-dire que pendant 1 minute, il ne faut pas qu'il y ait une fuite supérieure à 0,150 bars. Pour la CP, sinon on considère qu'il y a une anomalie. Et pour la CG, c'est 0,3. Donc c'est plus, c'est plus élevé. 0,3 bars par minute. En dessous de cette limite, on considère qu'il y a une anomalie sur le train. Ça veut dire qu'on tolère cette fuite-là. Donc, on ne peut pas garantir que le frein va rester serré sur un train pendant 1 heure, 2 heures, puisque on sait très bien qu'il y a des fuites. Donc au bout d'un moment, l'air va s'échapper, le frein va se desserrer. C'est pourquoi le frein direct, ce n'est pas un frein de sécurité. Y compris si la machine, même que la machine soit en marche. À partir du moment où on est sur neutre, là, même si la CP, le compresseur continue de tourner, il alimente la CP, le mécanicien n'alimente plus en fait à 5 bars. Alors pourquoi on ne le laisse pas sur serrage? Parce que ça débite sans arrêt en fait, parce que le détendeur il régule à 5 bars, on a un débit. Donc on doit ramener le manipulateur de frein direct sur neutre, mais de toute façon même on laisserait le frein direct sur serré, il n'y a rien qui garantit qu'on ait toujours notre alimentation, et donc on ait toujours notre freinage. Ce n'est pas un frein de sécurité, c'est un frein qui fonctionne au moment où on l'utilise, mais pas en tant que stationnement. Voilà. Alors on est arrivé ici à la fin du fonctionnement du frein direct. Donc là, je vous affiche les distances de freinage pour une loque seule. Donc à une vitesse de 30 km/h, il faut entre 60 et 100 mètres pour les moins bonnes freineuses pour s'arrêter avec un freinage complet au frein direct. Je vous donnerai les distances de freinage pour des trains avec des wagons ou des voitures. Donc on arrive maintenant à la fin de cette première partie. Je préférais arrêter là parce que ça fait déjà long. Donc on a vu la production d'air, c'est important parce qu'il faut savoir comment est alimenté le frein. On verra par la suite que ça joue un rôle. Ensuite on a vu le fonctionnement du frein direct sur une machine. Il faut savoir qu'au début du chemin de fer, seules les machines freinaient les convois. Ensuite, il y a eu des wagons avec des guérites dans lesquels il y avait un homme qui serrait un frein à main sur les wagons. Donc la prochaine fois, nous verrons le frein à main sur les machines. On passera rapidement là-dessus, puis on verra le frein continu automatique, donc le frein, comment sont freinés les wagons et comment est transmis cet effort de freinage de la locomotive jusqu'au véhicule, que ce soit des voitures ou des wagons. Nous verrons également les incidents qui peuvent survenir, les incidents de frein, et puis je vous expliquerai assez sommairement quand même les calculs de freinage des masses freinées, des masses sur rail, pour qu'un conducteur puisse calculer sa vitesse en fonction de son freinage en fait. Donc ce tuto est maintenant terminé, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des questions. Je pourrais y répondre dans le prochain tuto ou par une autre vidéo pour que ça profite à tout le monde.
Surtout, dites-moi si je suis pas assez technique ou trop technique, si vous préférez que je rentre plus dans le détail ou moins dans le détail. J'essaye d'être assez que ce soit assez abordable, quoi, pour pas rentrer dans quelque chose de trop complexe et puis qui devienne désintéressant. Voilà. Donc si vous trouvez que c'est trop long et trop détaillé, que vous préférez que je reste plus vaste, voilà, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire quelles sont vos attentes à ce niveau-là. Voilà. Donc les plus pointueux auront peut-être relevé quelques fautes ou erreurs de langage et ils voudront bien m'en excuser. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la suite.